Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue, ravi de finir cette semaine avec vous, avec Philippe David. Ça va mon Philippe? Ça va très bien, et vous ma chère Cécile? Oui, après en une forme? semaine un peu, comment dire, chaotique, hein? Une semaine, on reprend une semaine de remaniement, ça pouvait pas mieux commencer. Oui, écoutez, nous on remanie tous les jours, hein, parce que c'est ça qui est bien. On garde le Premier ministre Philippe Bilger, mais les autres... En même temps, on a échappé à un remaniement global. C'est vrai, c'est Même vrai. ici, j'ai eu très peur à un moment donné. Non, Philippe, il peut rien vous arriver. Puissiez partir, ma chère Cécile. Écoutez, en pourquoi totale flagornerie, parce que j'espère gagner tout à l'heure. Bon, et puis d'ailleurs, on ne dit pas remaniement, normalement. On dit changement de gouvernement quand le Premier ministre change. En fait, c'est une erreur commune qui est faite dans toutes les médias. Elle va commencer. Mais Elle sur commence les bien, petits forêts, celle-là. Et je suis juste là pour... Vous êtes une forte antenne. Ouais. Bon, on Ça va ne la change mater. rien. Allez, on va la mater. Ne vous inquiétez pas. Et Ça va. pourtant, elle est mignonne. Hein. Merci Philippe. On n'a plus le droit de le Si, dire. moi je le prends très bien. Il faut me le dire, Allez, taisez-vous 2 secondes. Maman parle. Allez, On écoute maman. Au sommaire de cette émission, le grand débat du jour à 17h30. Le premier conseil des ministres du gouvernement Attal s'est réuni ce matin sur 14 ministres autour de la table. 8 d'entre eux sont issus des rangs ou de l'UMP ou LR, dont Rachida Dati, nommée à la culture, à la surprise générale, forcément. Un remaniement marqué par changement de gouvernement, comme dit Juliette, marqué par l'arrivée de Catherine Vautrin et le maintien de 3 piliers issus de la droite, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire et Sébastien Lecornu, Philippe. Oui, et parlons vrai. Est-ce que selon vous, la nomination de Rachida Dati, c'est une trahison pour le groupe LR? Outre le Premier ministre qui vient de la gauche, comme l'a dit Cécile, les 3/4 viennent de la droite. Est-ce qu'on peut parler de droitisation du macronisme après le en même temps? Certains disent que si Dati est entré au gouvernement, c'est suite à l'intervention de Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous trouvez ça crédible? Parmi ceux-ci, des sarkozystes historiques, le gouvernement Attal est-il un gouvernement sarkozyste? Eh bien, vous dites non à 56%. Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et notre expert pour en parler, Jean Garrigue, sera avec nous, historien et président du comité d'histoire parlementaire. Et puis, c'est le coup de projecteur à 18h30. 34 ans, Gabriel Attal, le plus jeune Premier ministre de l'histoire. Beaucoup y voient une Armenti Bardella, 28 ans, le plus jeune président de parti, à quelques mois des élections présidentielles européennes. Pardon. Oui, est-ce que Attal... Comme quoi, il y a lapsus. Il y a un lapsus, ça pourra peut-être... Tiens, pourquoi pas? Est-ce que Attal et Bardella sont les 2 représentants du futur de la politique française? Croyez-vous qu'on est en train de sauter une génération d'hommes politiques, puisqu'ils n'ont même pas 40 ans, même pas 30 ans d'ailleurs. C'est quand même 34 ans pour Attal, 28 pour Bardella. Est-ce que pour vous, vu l'avance qu'a la liste Bardella sur la liste Renaissance pour les prochaines européennes, comme on dit dans le rugby, il y aura le rugby après les vraies voix, les mouches vont changer d'âne et peut-être permettre une remontée de la liste Renaissance? Remaniement, Gabriel Attal est-il une arme anti-Bardella en vue des élections européennes? Eh bien, vous dites non à 75%. Aude attend encore vos appels au 0826 300 300. Et notre expert sera Luc Gras, politologue. On vous souhaite la bienvenue. Les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Avec notre titulaire Philippe Bilger. Ça va mon Philippe? Mais en pleine forme. Le vendredi, ça va encore mieux que les autres jours. Pourquoi vous allez nous... Et puis on attend lundi avec une impatience folle. Mal dissimulée. Entre quelques beaufitudes le samedi et le dimanche. Je pensais que vous parliez de Philippe David, c'est fou. Moi, la beaufitude, c'est en permanence. Oui, je sais. René Chiche est avec nous, grand directeur des grandes rédactions du grand groupe Entreprendre la Fond Presse. Vous démarrez très bien l'année. Et d'abord, bonne année. Meilleur vœu, c'est meilleur vœu. Et bonne année à Papy Philippe. Oh, merci. On est 3 grands-pères là, table. 3 grands-pères. Ouais. Et puis une petite nouvelle qui viendra souvent, j'espère, en tout cas si elle passe avec brio cette émission. Juliette, l'épreuve du feu. Juliette Boyenne, c'est avec nous, journaliste à l'Incorrect. Bonsoir. Juliette. Bonsoir, et sachez que je suis ravie d'être parmi vous. On est ravis de vous accueillir. Et avec ce numéro, le 0826 300 300 que vous composez tous les jours, Johan est avec nous. Bonsoir Johan. Bonsoir Johan. Bonsoir Cécile, bonsoir les vraies voix. De Marseille, Johan. Vous avez pas d'accent? Ah, vous trouvez pas? Non. Non, vous avez un accent parisien, c'est bizarre. Hein? Non, ça va, je déconne. C'est parce que j'étais chez vous lundi, mardi, c'est pour ça. C'est ça. De quoi parle-t-on dans un instant? Mon coup de gueule sur retrouvant l'exception culturelle française. Ah, on en parle dans un instant, ça va faire plaisir à Philippe Bilger. Et le 0826 300 300, vous nous laissez des messages sur notre répondeur. Écoutez. Bonjour, Emmanuel, électricien à Crépy-en-Valois, au sujet de l'augmentation tarifaire du prix de l'électricité là de 10% en février. Enfin, c'est ce qui semble être
le cas. Je voudrais simplement rappeler que je crois que c'était sur votre antenne. Vous aviez comme invité Madame Pannier-Runacher. Elle avait bien dit qu'en fait, cette augmentation allait être plafonnée à 10% pour l'année 2024. Donc je crois, au-delà de l'augmentation de 10%, c'est s'assurer que cette année, qu'il n'y ait pas d'autres augmentations et que ce soit bien le cas par rapport à ce qu'elle avait dit et par rapport à l'engagement qu'elle avait pris justement à l'automne. Ça veut dire que si on a une augmentation en février de 10%, il n'y en aura pas d'autres cette année. Voilà, c'est ce qu'il faut surveiller, je pense. Voilà. Voilà, cette augmentation de 10% du prix de l'électricité, René Chiche ou Juliette. Oui, alors brièvement, ça risque d'être l'un des premiers dossiers du gouvernement Attal qui veut s'adresser aux couches moyennes, mais aussi populaires quand même. Donc effectivement, la facture d'électricité fait partie intégrante de la vie quotidienne des Français. Donc on va voir s'ils vont vraiment mettre le holà à cette augmentation. Et ça, je ne peux pas vous répondre actuellement. Juliette Brien, c'est pas délirant. On produit l'électricité la moins chère d'Europe, mais on est obligé de la vendre très cher pour que des intermédiaires se gavent. Totalement, mais il a déjà été questionné dessus, Gabriel Attal, sur TF1 hier soir, et effectivement, c'était une question qui l'a mis mal à l'aise en rapport avec ce qu'il avait dit sur les classes moyennes. Les classes moyennes sont également prennent tout le joug du prix de l'électricité. Je peux le dire parce que moi, je viens d'augmenter mes mensualités et ça fait vraiment très très mal. Et effectivement, on se rappelle d'une chose que je rappelle à Gabriel Attal. Pardon si je suis méchante, il vient de commencer et je lui souhaite toute la chance du monde. Mais c'est que Gabriel Attal a largement milité pour la fin du nucléaire en France. Et ça, je pense qu'il aimerait pas qu'on lui rappelle. Mais il y a des archives qui sont ressorties et tout comme Emmanuel Macron d'ailleurs. Ah oui, mais pas si longtemps que ça. Il a 34 ans, il est pas là depuis si longtemps que ça. Non, mais depuis qu'il est au gouvernement et depuis il milite pas contre le nucléaire. Pas contre le nucléaire, mais après on peut changer d'avis. Qui a fermé Fessenheim. C'est là que tout s'est joué. Oui, mais c'est là que tout s'est joué et il était voilà. Donc maintenant. Non, mais après on peut changer d'avis. On a le droit de changer d'avis. Tout à fait. Et d'ailleurs, je pense qu'il a changé d'avis sur beaucoup de sujets. Il a visiblement pas eu le choix surtout. Allez, 0826. Je sens que vous aimez beaucoup Gabriel Attal. Ah non, franchement, je lui souhaite toute la chance du monde. Je n'ai rien contre ce garçon, je tiens à le dire. On y va les amis. Johan est avec nous de Marseille. Retrouvons une exception culturelle française. Ça veut dire quoi? Trop d'ingérence des États-Unis par exemple? Absolument, que ce soit à travers les fast-food, Halloween, Black Friday, des anglicismes qui sont de plus en plus présents dans notre langue française. Moi, en entreprise, on a l'habitude de dire maintenant ASAP. Oui. Aussi vite que possible. Voilà, c'est ça. Voilà, exactement. Ouais. Philippe Billiger, quand vous entendez Johan. Oui, mais je rends hommage à Johan et à l'exception culturelle française. Moi, je ne suis pas un fan. Je préfère les bonnes choses étrangères à l'exception culturelle française. Je pense à certains arts français qui ne m'ont jamais enthousiasmé. Mais c'est beau de dire qu'il faut l'exception culturelle française. Le cinéma a été sauvé, je l'admets bien volontiers, mais je ne suis pas partisan de toute l'exception culturelle française. René Chiche. Non, là il parle de la langue française. Oui, il parle pas du cinéma. D'accord avec Johan. Il parle également de la multiplication des fast-food, etc. Oui, bon ça malheureusement on ne peut pas lutter contre. Des partout, fêtes, Halloween, des fast-food, etc. Mais effectivement, tout ce qui est expression, etc. Par exemple, pourquoi ne pas dire une réunion au lieu de dire meeting, vous voyez, choses comme ça. Donc il a raison. Par contre, l'exception culturelle concernant le cinéma, en l'occurrence, c'est que c'est justement une exception française et qui a permis justement de sauver le cinéma français. Un certain nombre de navets comme ça. Non, mais d'accord, mais ça permet quand même au cinéma français de rester dans l'élite mondiale du cinéma, quoi qu'on en pense. Parce que quand vous voyez que le cinéma italien, qui était l'un des plus beaux cinémas du monde, a quasi disparu. Voilà, exactement. Même le cinéma anglais, qui a quand même des difficultés, mais qui reprend un peu. Donc pour ça, moi je suis effectivement pour l'exception culturelle française, avec effectivement un rôle de l'État qui peut aider. Juliette Briens. Oui, sur les anglicismes sont clairement un fléau pour moi, je le dis. On est submergé aujourd'hui. Moi qui ai travaillé dans des grandes boîtes, des grandes entreprises, des multinationales françaises, franco-françaises en plus, je vais pas citer le nom, c'était une submersion quoi, et ça en devenait absolument ridicule. Et j'ai une pensée pour le général de Gaulle ici. Je sais pas si vous avez vu cette lettre, il y a cette lettre où il s'était rendu compte en fait qu'il y avait de plus en plus de terminologie anglaise qui était utilisée dans les armées, et il avait écrit à son ministre pour le sommer d'encourager si vous voulez les gens à utiliser des mots français et d'arrêter d'utiliser des mots anglais quand le
mot français équivalent existait et il avait rajouté au crayon, c'est-à-dire dans tous les cas. Dernière chose qu'on voyait à la télévision, combien d'émissions, des titres totalement Mask Singer. Excusez-moi, The Voice, moi je l'ai vu en Espagne, ça s'appelle La Bosse. Exactement, The Voice. Alors il y a aussi tout le côté marketing. Je me rappelle de quelque chose de très drôle et assez ridicule. Allez, on se dépêche parce qu'on part en pub. Allez, il y avait donc ce rasoir qui était peut-être un rasoir Gillette, il me semble. Et alors en France, le rasoir s'appelait The Sun. Oui. Et en Amérique, le même rasoir s'appelait Soleil. Merci Johan, en tout cas vous restez avec nous puisque vous allez jouer avec nous et commenter bien entendu l'actualité avec nos vraies voix. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu, c'est avec Félix Mathieu, le réquisitoire du procureur. Que dit le procureur aujourd'hui? Le procureur va requérir contre lui-même. Enfin une bonne nouvelle. Vous écoutez bien le psychanalyse en direct sur Sud Radio. Quel bonheur, quelle joie. On vous souhaite la bienvenue, les vraies voix Sud Radio, c'est jusqu'à 19h. Pas de contradiction. 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue à tous dans les vraies voix avec Philippe David. Nous accueillons bien entendu nos invités jusqu'à 19h, à moins que, je vous le dis, à moins qu'il se passe quelque chose et à ce moment-là on fera des changements. Non. On n'a jamais quitté sur la plateau, ma chère Cécile, en colère. Et pourtant on pourrait. Parfois on m'impose des promiscuités. Tu vous parles pour tout ça. Philippe Bilger est avec nous. René Chiche, directeur des rédactions du groupe Entreprendre la Fond Presse, et Juliette Briens, qui est journaliste à l'Incorrect. Et vous, 0826 300 300. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir tout le monde. Et de quoi parle-t-on? Eh bien, les 3 mots, ça va être travail, travail et travail. C'est la formule d'Emmanuel Macron ce matin. J'aurais pu vous dire de l'action, de l'action, de l'action, ou encore des résultats, des résultats et des résultats. C'est Gabriel Attal au 20h hier. Mais bon, ça faisait 9 mots en tout. C'était un peu trop. Il paraît que visiblement le nouvel exécutif ne fonctionne plus qu'en triptyque. Soyons brefs. Allez tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et c'est contre vous-même que vous allez requérir, monsieur le procureur. Allongez-vous sur le divan, nous vous écoutons. Mais je vais essayer d'être bref. Mais la phrase, mon cher Philippe, la plus ridicule d'Emmanuel Macron, je reste dans mon sujet, ma chère Cécile, c'est quand il a dit aujourd'hui, ne soyez pas des gestionnaires, mais des révolutionnaires. C'est d'une bêtise. À racler au couteau, comme on dit. Voilà. Allez-y, on y va. Non, en effet, et ça n'est pas pour aggraver mon cas, j'ai du mal, par exemple, je vois ce nouveau gouvernement avec quelqu'un que j'aime beaucoup, puisqu'on me reproche depuis sa nomination de tomber dans une idolâtrie pro-Gabriel Attal, mais je me rends compte que, comme tout homme de droite un peu bizarre qui se respecte, je suis beaucoup plus sensible aux personnalités qu'aux idées. Les idées changent et comme j'aime beaucoup penser contre moi-même, n'en tirez pas d'argument, ma chère Juliette, mais je suis beaucoup plus attiré par la sympathie que m'inspirent certaines personnalités au sein de ce gouvernement que par une vision abstraite, générale. Par écrit, je serai capable, je l'espère, de penser plus profondément. Mais quand j'ai une réaction immédiate, je suis assez volontiers immature. Des êtres me plaisent, d'autres me déplaisent, et je ne saurais même pas justifier mes goûts et mes dégoûts. Alors écoutez, cher Philippe, effectivement, je confirme que vous êtes immature, ça c'est vrai. Oui, merci. Tout à fait. Et c'est ça que j'apprécie chez vous, et ce que j'apprécie aussi chez vous, je vous l'ai déjà dit d'ailleurs, c'est votre imprévisibilité, qui est d'ailleurs lui aussi des marques de fabrique, je l'avoue. Et c'est ça que j'aime bien chez vous. Vous n'êtes pas prévisible, vous pouvez juger non pas avec un dogme permanent, donc ça je trouve que c'est un plus. Et si je peux me permettre, hyper intéressant ce que vous dites. Comment? C'est hyper intéressant ce que vous dites. Là, elle est en train de vous mettre un tac, les 2 pieds décollés du sol. Vous allez voir le remaniement la semaine prochaine. Juliette, vous voyez ce fauteuil là-bas? Non, mais alors, moi, j'excuse Philippe. Pardon, terminé. Non, mais je vous laisse, allez-y. Non, mais j'excuse Philippe Bilger puisqu'il s'accuse, mais même au-delà de ça, je l'adoube puisque je trouve qu'il est totalement sain et je suis à peu près de chercher l'homme providentiel finalement. Et moi aussi, je suis plutôt encline à effectivement apprécier une personnalité qui va au-delà des idées. Et on l'a déjà dit tout à l'heure, Gabriel Attal a déjà changé d'avis sur de nombreux points, et il le dit lui-même. Il a dit sur la question sécuritaire, immigration, etc. J'ai beaucoup changé d'avis et j'ai mûri. Donc effectivement,
je laisse sa chance largement à Gabriel Attal. Voyons de quoi il est capable. Là où vous êtes, on a une non, minute. Non, absolument pas. Moi, je parlais juste de Philippe. On n'a pas le temps. Je parlais juste de Philippe. Sinon, on peut faire une séance de psy, mais hors antenne. Allez, les amis. Vrai, parce que je voulais, mais je trouverai le moyen de Allez, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix, Bonsoir avec 3 mots qui sont un peu répétitifs. Travail, travail, travail. Bah oui, c'est la devise officieuse du nouveau gouvernement. Travail, travail et travail, a lancé Emmanuel Macron à ses ministres tout fraîchement nommés ou reconduits. Un gouvernement Attal marqué par l'arrivée d'une figure sarkozyste. Rachida Dati, l'ancienne garde des Sceaux, devient ministre de la Culture. 8 anciens encartés UMP ou LR sur les 14 ministres de ce gouvernement resserré. Les ministres délégués, secrétaires d'État devraient être nommés plus tard. Il faut des ministres révolutionnaires et non pas des gestionnaires, a aussi lancé le chef de l'État ce matin lors de ce premier Conseil des ministres, des états de service et non pas des états d'âme. Les vraies voix Sud Radio. Le travail, c'est la santé. Et le ministère du Travail et de la Santé, le super gros ministère de Catherine Vautrin, a remis à la mode cette chanson d'Henri Salvador depuis hier soir. Le travail, c'est la santé. La preuve, c'est désormais l'affaire de la même ministre. Ils sont plusieurs ministères comme ça à avoir été réunis dans des nouveaux super ministères. Il y a aussi l'éducation et les sports sous la houlette d'Amélie Oudéa-Castéra. Alors face aux inquiétudes des enseignants qui craignent d'avoir une ministre uniquement concentrée sur les JO, Gabriel Attal se veut rassurant. Le Premier ministre et la nouvelle ministre de l'Éducation et des Sports visitent un collège des Yvelines ensemble cet après-midi. L'école va rester sa priorité, même à Matignon, a redit Gabriel Attal ce matin. C'était lors de la passation de pouvoir au ministère dans lequel il a passé 5 mois. En arrivant dans ces murs, j'ai voulu réaffirmer une valeur absolument fondamentale pour notre République, la laïcité, et faire pleinement appliquer la loi de 2004 en interdisant le port de l'abaya et du camis. Quant au cap, chère Amélie, il n'a pas changé d'un iota. C'est celui fixé par le président de la République, un cap que nous tiendrons avec ambition et constance, toi ici et moi à Matignon. Nous continuerons à agir pour élever le niveau scolaire, le choc des savoirs se mettra en œuvre et portera ses fruits. Il en va de l'avenir de notre jeunesse et du futur de notre pays. Un jeune Premier ministre qui a fait ses premières armes au PS, mais 8 ex-encartés UMP ou LR dans ce nouveau gouvernement. On évoquait Catherine Vautrin, le travail c'est la santé. Il y a surtout ce débauchage le plus spectaculaire de tous, une figure de l'UMP époque Sarkozy, la maire du 7e arrondissement de Paris, l'ex-garde des Sceaux. Rachida Dati, elle a donc fait son arrivée au ministère de la Culture ce matin. Je comprends qu'elle puisse surprendre cette nomination. Moi, elle ne me surprend pas. Elle répond à un véritable besoin. Le besoin de la France, que souvent on dit populaire, parfois avec un petit peu de mépris, je dois le dire, qui doit se sentir représentée. La culture est un combat. Permettez-moi de dire que je sais personnellement ce que je dois à la culture française. Et nous avons cela en commun, Madame la Ministre Chérima. Une liberté de penser, notamment pour les femmes. Une liberté de parler, notamment pour les femmes. Une liberté de créer, notamment pour les femmes. Et une liberté de diffuser, aussi pour les femmes. Rachida Dati, aussitôt nommée au gouvernement, aussitôt exclue d'LR. Stéphane Séjourné, le nouveau ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, a même nettoyé son profil Twitter. Adieu le tweet dans lequel il qualifiait Rachida Dati de rétrograde à l'époque où elle appartenait à l'opposition LR, c'est-à-dire jusqu'à hier soir. Allez-y Philippe. Il y a quelque chose qui m'agace tout de même dans la méthode. Pour donner l'illusion d'un resserrement, on confie des champs énormes à certains ministres, Catherine Vautrin, et le pire, c'est Oudéa-Castéra. Alors il sent bien la difficulté, le Premier ministre, puisque il dit elle continuera exactement ce que je fais. Mais tout ça, pour ne pas parler de Rachida Dati, que par ailleurs j'apprécie, mais tout de même, bon... On va en parler, je crois. On en parlera, bien entendu. Elle est parmi les ministres issus de la droite et reconduit hier Gérald Darmanin à l'Intérieur et Bruno Le Maire à l'économie et Sébastien Lecornu aux armées. Que des hommes pour les gros ministères, déplore pour résumer la ministre des Affaires étrangères sortante Catherine Colonna, avec comme un air de mise au point sur le thème de la parité quand elle a dû laisser les clés de la diplomatie française à Stéphane Séjourné. Comme femme, je fus la deuxième seulement à occuper ce poste. Dans ces fonctions, j'ai eu à cœur d'affirmer l'évidence, à savoir que l'égalité entre les femmes et les hommes peut aussi et doit aussi s'exprimer au cœur du domaine régalien où se joue la défense des intérêts les plus fondamentaux de notre nation. Les femmes ont leur place partout en France et il reviendra désormais à un homme, cher Stéphane Séjourné, de faire vivre la cause de l'égalité et je ne doute pas que tu le feras avec la même conviction que celle qui m'a animée.
Voilà, mais c'est dit quand même. L'ancienne ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, tout à l'heure à la passation de pouvoir. Ce matin, le président, tout fier de son gouvernement resserré, a donc lancé cette consigne aux ministres. Pas d'état d'âme, mais des états de service, des ministres révolutionnaires et non pas des gestionnaires. Du travail et du travail, comme en écho à son Premier ministre hier soir aux 20h de TF1. De l'action, des résultats. Et là-dessus, je vous laisse. Merci beaucoup, Félix Mathieu. Allez, dans un instant, on va revenir sur ce gouvernement. Rachida Dati à la culture, Catherine Vautrin au ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités, Gérald Darmanin, Sébastien Lecornu, Bruno Le Maire, tous sont des figures de l'ancienne UMP ou LR. On va en parler avec cette question. Le gouvernement Attal est-il un gouvernement sarkozyste, Philippe? Oui, alors parlons vrai. Est-ce que pour vous, avec le nombre de sarkozystes, on pourrait dire canal historique qui sont au gouvernement, est-ce que c'est oui ou non un gouvernement sarkozyste? Vous pensez que oui, vous pensez que non? Appelez-nous au 0826 300 300 et pour le moment vous dites à 54% non, ce n'est pas un gouvernement sarkozyste. Et Jean Garrigue est avec nous pour en parler, historien et président du comité d'histoire parlementaire. Bonsoir Jean. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Est-ce que c'est un gouvernement de droite à l'image de ce que voulaient les Français? Je crois que je pense que la question est trop élevée, trop subtile. Non, on va en parler on va le reprendre de suite. On va le récupérer tout de suite. Allez, on fait une pause, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. C'est vendredi, les vraies voix du vendredi, toujours au top, jusqu'au bout, avec Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, René Chiche, directeur des rédactions du groupe Entreprendre la Fond Presse, qui ne vient que le vendredi, il sait pourquoi, lui, parce qu'il travaille une journée et derrière il a le week-end. Et Juliette... Du tennis, les autres jours. Tennis et piscine, et je me suis mis au patinage artistique. Écoutez, c'est on bien. a hâte de vous voir faire un triple Axel, ça va être bien. Vous avez une vie fascinante, c'est ça qui est dingue. Juliette Briand qui est avec nous, journaliste à l'Incorrect, et vous au 0826 300 300. Allez, tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Il y a du Sarkozy dans la méthode Attal. La gauche s'empresse de parler d'un gouvernement Sarkozy. De voir en fait que le président, il y a quelques jours, nous parlait à la fois de régénération, et là, on a un gouvernement Sarkozy. Il a pris la nomination de Rachida Dati. La plupart des ministres annoncés sont des ministres qui viennent du RPR, de l'UMP, des réseaux sarkozystes. J'ai envie de dire, c'est quasiment un gouvernement de Nicolas Sarkozy. Son directeur de cabinet, Emmanuel Moulin, ça a été l'ex-conseiller économique de Nicolas Sarkozy à l'Élysée. Donc droite assumée, droite décomplexée. Là, il n'y a plus du tout de en même temps. Bon, voilà. Et donc ce premier conseil des ministres du gouvernement Attal s'est réuni ce matin sur ces 14 minutes. Ministres autour de la table. On ne peut que remarquer que beaucoup sont issus des rangs UMP et LR, dont Rachida Dati, nommée à la culture, à la surprise générale. Ce changement de gouvernement, vous avez vu Juliette Gessuyé, ce que vous m'avez dit, marqué par l'arrivée de Catherine Vautrin et le maintien de 3 piliers issus de la droite, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire et Sébastien Lecornu. Alors, outre le Premier ministre qui vient de la gauche, tous les ténors presque viennent donc de la droite et c'est une droitisation du macronisme. Certains disent que Rachida Dati est entrée au gouvernement suite à l'intervention de Nicolas Sarkozy. Est-ce que ça vous paraît crédible? Parmi ceux-ci, donc des sarkozystes historiques, Darmanin, Dati, Vautrin, on les a cités. D'où notre question, le gouvernement Attal est-il un gouvernement sarkozyste? Eh bien, vous dites non à 54%. Et on accueille Jean Garrigue qui est avec nous, historien et président du comité d'histoire parlementaire, auteur de ce livre « Jours heureux quand les Français rêvaient ensemble » aux éditions Payot. Vous êtes avec nous, Jean Garrigue, on vous a récupéré? Oui, vous avez saboté ma première intervention, mais je suis là. C'est un complot. Pas du tout, vous étiez en arrêt sur image. Je reste là. Allez, bougez pas, on fait un tour de nos vraies voix sur cette introduction. C'est vrai que Philippe Bilger, on ne peut que remarquer en fait l'antériorité politique de nombreux de ces ministres aujourd'hui. D'abord, ma chère Cécile, mon cher Philippe, j'émets une vive protestation contre des gens qui viennent ici comme chroniqueurs et qui ensuite osent se poser en experts. Et donc, ou
qui parfois font l'inverse. Donc, mais sérieusement, comme il s'agit de gens, j'accepte la règle du jeu. Mais plus sérieusement, je crois que me semble-t-il qu'on exagère en parlant d'un gouvernement de droite sous l'influence globale de Nicolas Sarkozy. La France est à droite, majoritairement, ça c'est une évidence. Mais il me semble que ça n'est pas parce qu'on met dans un gouvernement dirigé par Gabriel Attal et surtout sous le chapeau délétère d'Emmanuel Macron et du macronisme, quelques personnalités de droite, qu'on est assuré d'une politique globale et générale de droite. Et quand on regarde bien le détail, la personnalité de droite emblématique qui est entrée, Rachida Dati, moi je suis ravi par le fait qu'elle a remplacé une ministre que je n'aimais pas. Mais mes vœux ne sont pas caractéristiques d'une volonté générale. Mais en revanche, on sait pourquoi elle est là, Rachida Dati. C'est Nicolas Sarkozy qui l'a fait entrer. Pour une fois, il a été écouté par Emmanuel Macron et elle est là, Rachida Dati, elle ne l'a pas caché, pour être en lice en 2026 contre Anne Hidalgo. On ne peut pas parler d'une volonté globale et intelligente de politique de droite. Juliette Briens. Oui, la droitisation de ce gouvernement, de ce nouveau gouvernement, comme le reste, est un coup de com'. Alors effectivement, on prend des ministres, des anciens sarkozystes, etc. On peut pas le nier, et on peut pas nier non plus que Sarkozy a sûrement eu son rôle à jouer dans la nomination de Rachida Dati. Mais de là à dire que tout ça va se traduire par une politique de droite, c'est là que je mets mon doute. Au final, on se rend bien compte que tous les ténors d'avant sont restés. On parle évidemment de Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Éric Dupond-Moretti. Bon, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin viennent aussi de la droite et ils ont fait ce que leur a commandé le président de la République, c'est-à-dire Emmanuel Macron. Et moi, il me semble que ce gouvernement va continuer à faire ce qu'il faisait avant, c'est-à-dire du macronisme, du en même temps, et j'espère vraiment me tromper. Mais pour moi, c'est un leurre et c'est un coup de com', comme le reste. René. Alors, moi, je suis plutôt pro-Macron, comme vous le savez, sans être un militant macroniste, et je suis dépité par ce pseudo-remaniement. D'abord, la montagne, excusez-moi, a accouché d'une souris. C'est pas parce qu'il y a Catherine Vautrin qui est rentrée au gouvernement et Rachida Dati pour des raisons, effectivement, et ça, de source sûre, on sait que c'est Nicolas Sarkozy qui a imposé, d'ailleurs, quasiment, à Gabriel Attal, parce que vous savez que Gabriel Attal ne voulait pas de Rachida Dati. Il voulait une autre personnalité à la culture. Bon. Fermerons la parenthèse, mais en plus, il va falloir... Je connais des dossiers, mais je vais pas les balancer. Non, mais absolument, je peux pas, franchement. Mais je vous le dirai en off, si vous voulez. D'accord. Mais en plus, Gabriel Attal ne va pas pouvoir faire absolument une politique de droite comme éventuellement on pense, parce qu'il a quand même une majorité certes relative, mais où il y a quand même des macronistes de gauche. Vous savez que depuis 2-3 jours, il y a plusieurs députés macronistes de gauche qui menacent de créer un groupe parallèle. Différent. Donc vous voyez, c'est une sorte d'espèce de frondeur 2024. Donc en plus, on va pas non plus exagérer la mainmise de Sarkozy sur ce gouvernement, hormis le fait qu'il ait imposé effectivement son ami Rachida Dati à la culture, ce qui pour moi est une absolue incongruité, mais je ne sais pas si j'ai le temps de dire pourquoi. Déjà, mettre, excusez-moi, même si on parle de présomption d'innocence, mettre d'entrée une femme qui est mise en examen pour corruption et trafic d'influence, il n'y a qu'une personne qui aurait pu être ministre de la Culture, il n'y a pas d'autres personnes dans le ministère. Mais c'est un coup de com', mais c'est une prise de guerre. C'est une prise de guerre. Les expressions prise de guerre, tout ça. Alors, oui, c'est vrai. Non, mais je suis d'accord. Tout est dans la communication. Donc une femme qui donc est mise en examen. Regardez, elle est en top tweet. Hein. Non, mais c'est de la pure communication. C'est de la diversion. Une femme qui n'a absolument aucune compétence dans le domaine culturel. Et alors, j'imagine ce matin la tête que devait faire Darmanin, le maire, le Cornu à la table du Conseil des ministres, alors qu'il y a à peine quelques mois, elle est traitée de traître. Mais c'est incroyable. C'est du cynisme à l'état pur. Vous pensez, tiens, que ça pourrait faire imploser le groupe le Renaissance à l'Assemblée nationale, notamment les anciens socialistes, ou vous pensez que non? Appelez-nous au 0826 300 300. Jean Garrigue, tiens, ça vous paraît plausible, par exemple, une scission du groupe Renaissance avec cette droitisation du nouveau gouvernement?
Oui, bien qu'ils ne soient pas experts, vos chroniqueurs ont parfois des paroles sensées. Merci, cher maître. Excellent. Ce qu'ils ont dit n'est pas dénué de sens. Effectivement, il y a effectivement, et quoi qu'on le dise, une droitisation dans les faits par l'entrée ou le maintien d'anciens de l'UMP ou des Républicains. C'est objectivement une droitisation qui est tout simplement la prise en compte de la droitisation de l'électorat d'Emmanuel Macron et je dirais de l'électorat en général qui s'est radicalisé sur un certain nombre de points, l'autorité, la laïcité, l'identité, etc. C'est simplement la prise en compte de ce qui se passe dans l'opinion publique aujourd'hui et de manière très pragmatique, que ça soit de la part d'Emmanuel Macron ou de Gabriel Attal, dont la fluidité, la plasticité idéologique sont tout à fait notées par tous les observateurs. Cela dit, et c'est ce qui a été souligné, effectivement, cette politique-là, cette droitisation-là, elle va provoquer des remous dans l'aile gauche de la Macronie. On les a déjà vus à l'œuvre au moment de la loi immigration. On a vu que des ministres avaient roulé dans les brancards et qu'un avait démissionné, Aurélien Rousseau. On voit qu'il y a sans doute une bonne cinquantaine de députés, à la fois d'ailleurs de Renaissance et du MoDem, qui sont hostiles à cette inflexion vers la droite. Il faut pas les oublier. Et effectivement, ça risque de poser de gros problèmes parce que le problème majeur reste le même. Comment trouver une majorité parlementaire pour faire voter des lois quand vous êtes en majorité relative? Le terrain qui a été choisi par Emmanuel Macron et Gabriel Attal, c'est de se tourner vers les électeurs des Républicains pour préparer les élections européennes, c'est-à-dire essayer de séduire les électeurs des Républicains pour gagner du terrain, éventuellement sur les Républicains et éventuellement sur le Rassemblement national. En revanche, le problème reste inchangé du côté du Parlement parce que le groupe des Républicains va rester divisé et n'est pas du tout prêt à suivre la politique d'Emmanuel Macron. Donc ça présage de jours difficiles parce que d'un côté, vous aurez l'aile gauche qui va être en confrontation, peut-être même en dissidence sur certains sujets, et puis vous aurez les Républicains qui sont des alliés extrêmement instables, à l'image de Philippe Bilger. Bien que notre ami soit expert, il arrive à peine à la hauteur des chroniqueurs. mais sérieusement, d'abord, je ne suis pas sûr en me contredisant, mais c'est pas grave, c'est le propre du débat. Je me demande déjà si la personnalité de Gabriel Attal, sur le plan de la méthode, ne va pas faciliter parfois le rapprochement des Républicains avec le macronisme, en tout cas dans les débats parlementaires. Parce qu'évidemment, il n'y a rien de commun avec Elisabeth Borne et Gabriel Attal. Deuxième élément, et Juliette l'a un peu dit tout à l'heure, en le déplorant d'une certaine manière, moi je trouve qu'il y a beaucoup d'hommes de droite en Gabriel Attal, avec l'évolution considérable qu'il a faite, même s'il n'a jamais été d'une gauche extrême, vraiment, je serais presque de gauche à ce compte-là. mais donc, il y a des éléments positifs qui laissent peut-être penser que malgré le pessimisme exprimé tout à l'heure, il y aura quelques petits changements qui dépasseront les modifications conjoncturelles. Juliette Oui, je suis pessimiste parce que quand j'entends un président qui a dit donc qu'il ne voulait pas de gestionnaire mais de révolutionnaire, vous avez raison de dire que cette phrase est grotesque. Déjà, où est la révolution depuis 6 ans, ça fait quand même depuis 2017 qu'il est en poste, etc. Et il n'y a aucune feuille de route en fait. Et moi, je le sais pourquoi. Parce que il nous parle donc de révolutionnaire alors que toute la journée d'hier, toute l'après-midi d'hier, avant d'annoncer son gouvernement, je cite, le président cherchait des femmes. Voilà, c'était la seule, la seule chose que cherchait hier Emmanuel Macron à faire, c'était de trouver des femmes pour respecter une
une parité qui est une parité insultante et qui n'a rien à voir justement avec la révolution, avec les réformes et avec ce dont on a besoin pour la France. Je trouve que cette course à la parité, par exemple, est totalement insupportable. Et ça, c'est déjà une des preuves. Je vous en prends une parmi tant d'autres. Mais attendez, qu'il n'y a aucune feuille de route et aucune volonté dans ce gouvernement. Juliette, et pour vous parlez de révolution. Est-ce que Dati à la culture n'est pas une révolution? C'est-à-dire que c'est peut-être la première fois depuis Jack Lang qu'on a quelqu'un de extrêmement connu et qui va exister et qu'on va pouvoir associer finalement à un ministère, parce que regardez tous les ministres de la culture depuis des années, on ne sait absolument plus qui c'est aujourd'hui. Peut-être que c'est ça aussi une révolution, de créer quelque chose, un choc. Jean Garrigue par exemple. Oui, c'est vrai que là où vous avez raison, c'est qu'on a effectivement une vraie personnalité politique qui va imprimer sa marque. Maintenant, comme ça a été dit aussi par votre chroniqueur, l'identité culturelle de Rachida Dati, on a un peu de mal à la voir. Ouais. Je veux dire que même, vous voyez, par exemple, par rapport à une Roselyne Bachelot, dont on connaissait les goûts en matière de théâtre, d'opéra, etc., elle n'a jamais vraiment été identifiée au champ culturel, Rachida Dati. Mais cela dit, ça, en politique, c'est pas vraiment un problème. Voilà. L'important, c'est d'imprimer sa marque, effectivement, de faire preuve de sens politique, d'être capable de donner l'impression qu'on insuffle quelque chose, sachant, et ça a été dit aussi, que l'essentiel dans cette affaire pour elle, c'est d'être la candidate de la droite et du centre en 2026 à la mairie de Paris. Donc il faut relativiser aussi l'impact de son arrivée au ministère de la Culture. Oui, alors c'est exactement ce que je voulais dire, ce que vient de dire Jean Garrigue concernant la future candidature de Rachida Dati à la mairie de Paris, ça c'est sûr. Maintenant attention, comment va réagir quelqu'un comme Clément Beaune, qui a été évincé du gouvernement et qui a des ambitions pour la mairie de Paris. Donc ça c'est pas gagné d'avance. Soutenu par Édouard Philippe. En plus. Et la nomination de Rachida Dati, c'est en fait du pur casting. C'est un casting aujourd'hui, la politique. Alors voilà, on a trouvé Rachida Dati, qui effectivement, comme vous l'avez dit si justement, Cécile, ça fait de l'effet dans les tweets. Oui, ça crée un coup de communication. Mais c'est pas ça. Si c'est ça la politique aujourd'hui, c'est faire du casting. C'est la politique d'Emmanuel Macron. Oui, en tout cas. Elle n'a aucune c'est la continuation de la traîtrise de Sarkozy. Elle n'a aucune compétence dans ce domaine. Pardon, 0826 300 300. Johan est avec nous de Marseille. Une réaction, Johan? Non, pour moi, c'est pas du tout une droitisation. Effectivement, c'est un coup de com'. Et effectivement, la droitisation, on va dire, du gouvernement, pour moi, c'est simplement un coup de séduction auprès des députés de droite de l'Assemblée nationale, avec qui ils vont essayer potentiellement de faire une coalition pour faire passer les lois. Et puis ça va s'arrêter. Après, effectivement, on parle beaucoup de Rachida Dati, et ça fait beaucoup parler parce que c'est une personnalité publique et on l'aime ou on l'aime pas, on reconnaît qu'elle a son caractère. On sait pas d'ailleurs pas trop ce qu'elle fait à la culture, mais bon, il fallait bien la mettre quelque part. Mais en soi, pour avoir une politique de droite, il faut d'abord avoir une vision de droite. Et ni Gabriel Attal ni Emmanuel Macron n'ont pour moi cette vision-là, ni même un leadership équivalent à celui qu'aurait pu avoir Nicolas Sarkozy à son époque. Il faut avoir une vision tout court, c'est important. D'ailleurs, pour avoir une politique de droite, il faudrait qu'il y ait un projet de droite. On verra le discours de politique générale de Gabriel Attal. S'il a vraiment un projet de droite qui plaît aux Républicains, il y aura là, alors peut-être une possibilité d'alliance entre le gouvernement et LR, mais j'y crois pas du tout. Il peut y avoir une alliance sans participation. Oui, aussi. C'est déjà arrivé dans l'histoire de France. Et vous avez vu la nomination de Rachida Dati, sur quoi ça a débouché? Ça a débouché sur son exclusion du parti LR. C'est bien parti. Jean Garrigue, le mot de la fin. Non, c'est que cette droitisation du gouvernement et pas forcément de sa politique, effectivement, n'est pas du tout un pari gagnant à coup sûr vis-à-vis des députés et les Républicains, je le répète. C'est un signe qui est donné à l'électorat des Républicains et pour l'instant les réactions sont plutôt favorables d'ailleurs de la part de cet électorat, mais restent nuancées. Donc on va voir. Mais effectivement, si les actes, justement, Gabriel Attal parle des actes, si les actes ne sont pas à la mesure du signal communicationnel qui vient d'être donné, alors ce sera un coup d'épée dans l'eau, tout simplement. Merci beaucoup Jean Garrigue de votre analyse, historien et président du comité d'histoire parlementaire, auteur de ce livre, Les jours heureux quand les Français rêvaient ensemble, aux éditions Payot. J'espère que vous viendrez
viendrez rêver rapidement avec nous, Jean Garrigue. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. En attendant, le qui c'est qui l'a dit, on garde Johan avec nous face à Philippe Bilger avec Juliette Briens et avec notre ami, parce que maintenant vous êtes notre ami René Chiche. Ah, mais il l'était déjà. Ouais. Non mais allez, à tout de suite. Chers amis, à un moment donné dans la vie, il faut savoir prendre les choses en main. Et les choses en main, c'est Philippe Bilger, René Chiche et Juliette Briens qui vont le prendre à l'instant avec Johan de Marseille pour jouer et tenter de gagner au jeu de l'année 2023, élu meilleur jeu de l'année par nous-mêmes, et qui va devenir le meilleur jeu de 2024. Le qui c'est qui l'a dit, le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Je suis assez solennel sur ce jeu parce que tout le monde nous le réclame. Vous avez raison. Oui, la dérision serait choquante. Johan, vous allez pouvoir jouer contre nos vraies voix. C'est vous qui répondez en premier avec un nombre de points. On espère que vous allez gagner. Comme ça leur abaissera leur caquet. Voilà. Question, qui c'est qui? Je présente par avance mes excuses à Philippe Bilger. On y va. Ça va être... vous allez me présenter vos condoléances. Question, qui c'est qui l'a dit de 3 points, cher Johan, au sujet de Gabriel Attal. Et en une demi-heure, j'ai pris la mesure en voyant arriver ce stagiaire de l'ENA à la Villa Médicis. Je me suis dit, celui-là est extraordinaire. Johan. Waouh. Un ancien ministre de la Culture. Moi aussi. François Mitterrand. Mitterrand. Il a dit. Non, mais il a dit François Mitterrand. Non, il a dit Mitterrand. Frédéric François. Ne commencez pas à tricher. Il aurait dû dire Daniel. Excusez-moi, mais Frédéric François, c'est la même chanson. François Mitterrand n'a jamais été ministre de la Culture. Non, mais il a dit François Mitterrand. Oui, mais il a dit lui, Mitterrand. il était vraiment. Bon, allez, on compte 3 points à Johan parce qu'il est sympa. Allez, deuxième question. À 3 points. Qui c'est qui l'a dit? Emmanuel Macron a un problème avec les femmes. Attendez. Johan. Anne Hidalgo. Non. Alice Coffin. Bonne réponse de Juliette Briens. Alice Coffin et qu'elle n'a pas regardé. C'était hier soir, donc j'ai Et ça tourne sur les réseaux sociaux. Allez, qui c'est qui l'a dit? On n'entendait pas. Oui. Qui c'est qui l'a dit? 3 points, mon cher Johan. Le remaniement ne remanie rien. Éric Zemmour. Non. C'est le même parti. C'est un ancien avocat. Allez-y. Gilles William Gomladel. Non. Un ancien avocat. Gilbert Ménard. Non, pas Robert Ménard. Collard. Bonne réponse. Elle était plus rapide. Gilbert Collard. Parce que c'est gentil, Juliette, mais vous n'allez pas me prendre. Attention. Qui c'est qui l'a tweeté? Et j'avoue que j'ai éclaté de rire en lisant son tweet. C'est à 1 point. Aucune femme sur un ministère régalien. On est bien là, à la fraîche, décontracté de la grande cause. Johan. Aucune idée. Rousseau. Il a été un peu plus rapide. Philippe Je ne fais aucun cadeau. Attention. Rousseau. Sandrine, il a dit. Ah bah oui. Non, c'était pas Jean-Jacques. Aurélien Rousseau. Oui, Jean-Jacques. Mais il est mauvais choix. Mais attendez, moi je suis ça vaudrait précis. 3 points. Ouais. 3 points. Vous savez qu'à cause de vous, on va être obligé de changer la règle et de mettre des bandes touches. Vous le savez ça? On va pouvoir vous exclure. Allez. Question suivante. Qui c'est qui l'a dit? C'est une question à 2 points. Rachida Dati peut être quelqu'un qui remettra un peu de pluralisme à la culture. Jeune. C'est un maire de grande ville. Un maire de grande ville. Dommage, il n'y a plus Godet à Marseille. Non. Allez-y. Maire de grande ville. Je passe. Allez-y. Robert Ménard. Non. Lisnard. Non. Il était marié plus ou moins avec Marine Le Pen. En même temps. Vous êtes en retard. Non. Qui a gagné? C'est Juliette Briens qui a gagné parce qu'elle était ex aequo avec 5 points. Et 3 points pour vous, 3 points pour Johan et 3 points pour René. On a répondu en même temps. Allez, Johan, merci beaucoup d'avoir joué avec nous. On vous embrasse. Merci à vous, les revois. Merci Johan. Passez un bon week-end. Très bonne année à vous. Allez, dans 10 minutes, le tour de table de l'actu des vraies voix. On parle de quoi avec vous, Philippe Bilger? On parle de l'humiliation possible des poids lourds face au Blanc-Bec. Juliette. Et moi, on va parler des DPE. Et voilà, très bien. Et avec vous, René? Amazon licencie malgré d'énormes bénéfices. Allez, on en parle dans un instant. Soyez les bienvenus. 0826 300 300, c'est votre numéro de téléphone. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Merci d'être avec nous et avec Philippe Bilger aujourd'hui, René Chiche, directeur des rédactions du groupe Entreprendre, La Fond Presse, et Juliette Briens qui est avec nous, journaliste à l'Incorrect. Bien entendu, dans un instant, le coup de gueule de Philippe David. En attendant cette nouvelle chronique, vous avez la parole, Félix Mathieu, et vous nous emmenez où aujourd'hui ? Aujourd'hui, on part du côté de Nîmes ce soir avec, je vous préviens, une histoire très étonnante. On est vendredi, c'est de l'insolite. L'histoire à rebondissement de Cristal, une cochonne, une truie d'élevage sauvée de l'abattoir quand elle avait 2 mois. 2 mois. Voilà. Une dame l'avait racheté à l'éleveur pour l'accueillir chez elle comme animal de compagnie, un peu comme un chien, vous imaginez. Sauf qu'elle a dû déménager en appartement, se séparer de Cricri la truie, faute de terrain. Restait plus qu'à lui trouver une nouvelle famille. Et c'est chose faite désormais grâce à Gloria de l'association Toutou et Minou. Bonsoir Gloria. Ça c'est du journalisme d'investigation. Beau, hein. Bonsoir Gloria. Et Cochonou finalement. Alors, merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. C'est vous qui avez recueilli Cricri, vous lui avez trouvé un nouveau maître. Alors racontez-nous, elle se comporte vraiment comme un chien, elle connaît même son nom. Alors, Cricri Cristal, donc, il se comporte exactement comme un chien. Elle a son panier à chien, ses jouets. Elle vit dans la maison, elle se balade. Et puis, quand elle a besoin de faire ses besoins, elle fait comme le chien. Elle va devant la porte. On sait que, voilà, elle réclame même pour aller dehors faire ses besoins. Et voilà, c'est un cochon exceptionnel. Donc, un cochon chien. Qui se comporte pas comme un cochon, d'ailleurs. Non, pas du tout. Mais pourquoi, j'imagine, vous avez d'autres animaux, pourquoi l'avoir recueilli? Oui. Est-ce que vous êtes une fan des animaux? Alors, je suis une fan des animaux parce que j'ai créé une petite association sur Nîmes depuis bientôt 15 ans. Oui. Et donc j'ai des chats, des chiens. Bon, je récupère des furets, des lapins, des poules, même de pintades. Et puis qui se baladent dans le jardin, qui se promènent. Et tout ce monde-là cohabite, hein. Tout le monde vit ensemble. J'ai pas d'enclos, j'ai pas de cage. Bon, j'ai des cages, pas des enclos pour dormir uniquement, mais dans la journée, ils sont tous libres. Et nous avons même pris des moutons que nous avons, bien sûr, trouvé aussi des adoptants, on va dire. Ouais. Mais bon, tout ce petit monde, les animaux de ferme, quand on les place, évidemment, il est hors de question qu'ils soient mangés, bien entendu. Bien sûr, mais là, vous allez la garder, Cricri la cochonne. Rien que ce mot, j'adore. Il y avait Piggy dans le Bébé Show. Muppet Show. Cricri, elle a été donc chez Alain au Kellar. Donc à la base, il a un terrain avec 10 chèvres qui est attenant à sa maison. Et alors, ce qu'il faut dire, c'est que vous lui aviez fait un contrat d'adoption. Hein. Vous étiez très strict. Vous vouliez, tiens, écoutez-moi ça. Vous vouliez éviter ça finalement. Alors, oh non. Oui. Mais qu'est-ce que c'est ça? Copain, c'est son nom. On l'appelait copain comme cochon. Mais bouffez-le, bouffez-le. Non. La petite Cricri ne sera pas mangée. Il est hors de question. Un contrat d'adoption. Vous étiez strict et vous avez même évité les appels malveillants à ce sujet. Il y en a qui en douce voulaient récupérer de la charcuterie gratuite, quoi. Ça, c'est étonnant quand même. Des gens vous ont appelé avec des arrière-pensées qui n'étaient pas si étonnant que ça, mais. Mais bon, ils se croyaient malins, mais bon, j'ai été plus maline qu'eux parce que j'ai vite compris que le cochon allait dans la marmite, enfin dans le saucisson. Donc j'ai pas donné suite et j'ai même raccroché. Bravo Gloria. Voilà, j'ai même raccroché à un monsieur parce que bon voilà, je suis vigilante. Ce monsieur Alain qui l'a adopté, on le connaît un peu, donc je peux passer quand je veux. Voilà, il faut la surveiller. Et on va vous envoyer Philippe Bilger. Ça sent pas trop fort, un cri-cri, une cri-cri comme ça. Gloria, ça sent pas trop fort, nous demande Philippe Bilger. J'ai pas compris. C'est propre, ça sent pas trop fort. Oui. Alors, contrairement à ce que tout le monde pense qu'un cochon c'est sale, c'est absolument faux, parce que malheureusement, oui, les cochons ils vivent dans la saleté et dans des conditions misérables, parce qu'on les oblige, on lui impose cette vie. Mais un cochon, c'est très très propre. La preuve que Cricri demande à sortir quand elle a envie. Et c'est très intelligent, puisque si on a lu La ferme des animaux de George Orwell, on sait que le cochon est l'animal le plus intelligent de la ferme. Et puis ça permet de commettre un crime parfait. Voilà, merci beaucoup Gloria, et en tout cas cette belle association Toutou et Minou à côté de Nîmes. Merci Félix Mathieu. Merci. Les Vraies Voix Sud Radio.
Et moi, je vais pousser un coup de gueule sur les propos délirants d'Alice Coffin, élue écologiste de Paris, suite à la nomination de Rachida Dati comme ministre de la Culture. En effet, qu'a-t-elle osé dire? Je cite, « C'est une femme politique qui fait partie des extrêmement rares, qui n'ont pas peur des hommes. Elle a toujours usé de son verbe pour les dézinguer quand c'était nécessaire pour prendre position. » Et d'ajouter, en parlant des personnalités du spectacle embourbées dans des affaires de mœurs, je cite encore, « J'attends de Rachida Dati qu'elle continue d'user de son verbe pour les mettre hors d'état de nuire. » Avant de conclure en lui demandant d'oser parler contre Darmanin et Dupond-Moretti, s'il y en a une qui peut le faire, c'est Rachida Dati. Alors reprenons depuis le début, le rôle du ministre n'est pas de dézinguer les personnes de l'autre sexe, sauf à confondre une membre du gouvernement et une snipeuse sexiste. Pour les personnes issues du monde de la culture, ce n'est pas à la ministre de les mettre hors d'état de nuire, mais à la justice. Manifestement, Alice Coffin ne connaît ni l'état de droit, ni la présomption d'innocence, ce qui est un peu gênant pour une élue. Enfin, demander à une ministre de dézinguer deux de ses collègues du gouvernement relève du grand n'importe quoi, la preuve qu'elle ne connaît pas non plus la solidarité gouvernementale. Bref, on a connu il y a 2 siècles et demi sous la terreur l'accusateur public Fouquier-Tinville. On a aujourd'hui un nouveau style qu'il faut bien féminiser pour être dans l'air du temps, les foutriquettes Tinville. Tiens, la parole à une femme. Moi j'avoue que la sororité fusionnelle Alice Coffin, Rachida Dati, je l'avais pas vu venir. Et c'est plutôt inquiétant, je dois dire que c'est plutôt inquiétant. Je demande à voir. Là, finalement, mon cher Philippe, pour une fois, je n'ai pas envie de défendre Alice Coffin, mais je trouve que vous prenez au premier degré quelque chose. Des propos, je les prends au premier degré, oui. Oui, mais vous exagérez, vous leur donnez une importance. Moi, j'avoue que je serais amusé si dans un conseil des ministres, Rachida Dati disait à Dupond-Moretti, vous êtes un mauvais garde des Sceaux, vous faites n'importe quoi. Elle est capable, elle avait insulté Brice Hortefeux. Donc là, vous êtes un peu dur. Vous êtes moi, je suis d'accord avec Philippe. Non, mais c'est des propos sérieux, c'est des propos graves, je trouve. D'ailleurs, c'est une élue quand même. Hein. Non, mais en plus, vouloir intervenir dans des affaires judiciaires impliquant des artistes comme j'imagine Depardieu, c'est un petit peu bizarre. Oui, vous trouvez 3 hommes dans un coffin, c'est pas terrible. Allez, vous restez avec nous. Merci beaucoup, Félix. Mathieu, on vous souhaite un bon week-end. On vous retrouve lundi. À lundi. Dans un instant, le tour de table de l'actu de nos vraies voix avec vous, Philippe Bilger. On parle de quoi? Comment faire pour résister à la jalousie politique? Et avec vous, René Chiche. Amazon licencie. Et moi, je vais parler des diagnostics de performance énergétique. On en parle dans un instant. 0826 300 300, vous les commentez. Vous êtes les bienvenus, les vraies voix Sud Radio, jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue et merci de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux sur nos plateformes, que ce soit sur Twitter, sur Instagram, que ce soit sur LinkedIn, un petit peu partout, sur bien entendu toutes les plateformes et surtout sur notre chaîne YouTube. Vous êtes inscrit, vous êtes abonné, Juliette, à notre chaîne YouTube Sud Radio? Évidemment. J'ai inscrit. Levez la main droite et dit je le jure. Je le jure. Bon, très bien, ça vient. Aux États-Unis. Philippe Bilger est avec nous, René Chiche est avec nous et Juliette Briens aussi avec nous. 0826 300 300. Tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix. Dîne à table avec nous. Ça fait pas vrai con comme t'es, demande ton avis. Quand on veut conjurer le diable, on l'invite à sa table. Moi je veux du féroce actualité. C'est récente cette table à des coups. Pardon? Ah non, c'est intelligent. Bon, mon tour maintenant. Le tour de table de l'actualité. Et Philippe Bilger, comment fait-on dans la vie, notamment politique, pour dominer sa jalousie, comme c'est beau? Absolument. Je suis persuadé que Gérald Darmanin et Bruno Le Maire ont éprouvé pendant quelques secondes, peut-être même une journée, une once d'aigreur, voire de jalousie à l'égard de la précipitation avec laquelle Gabriel Attal leur prenait la lumière. Et c'est très intéressant et malheureusement on ne pourra pas développer ça. Quel est le moyen de dominer cette jalousie presque inéluctable? Eh bien, en politique, c'est comme dans la vie. Et j'en sais quelque chose parce que parfois, je me sens jaloux d'être qui pourtant objectivement sans immodestie, je les sont nuls par rapport à vous, parlons vrai. Plus sérieusement, je crois que en politique, à partir du moment où, comme dans la vie, on est assuré de soi
où on est absolument persuadé qu'on a sa valeur, son utilité, sans arrogance bien sûr. À partir de là, on est capable de ne pas être jaloux. Dans la vie sentimentale, on n'est pas jaloux lorsqu'on se considère suffisamment au sérieux pour ne pas être en permanence en péril à cause de l'autre. Eh bien, en politique, je crois que c'est pareil, mais c'est pas si évident de la part de gens à l'égard desquels il y a une bagatelle presque de 20 ans de différence. Pas avec Darmanin, avec Bruno Le Maire, en tout cas, c'est très net. René Chiche. Écoutez, d'abord, je salue cette magnifique prestation de Philippe. Je vous jalouse pour votre art de la parole. Pour votre sens du verbe. Ouais, non, mais c'était pas mon sujet. Hein. Mais pour la politique, vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Maintenant, je peux comprendre la jalousie de Le Maire, de Darmanin et surtout de qui ? De François Bayrou, qui ne visait qu'une chose, devenir Premier ministre fin février, en espérant que son procès lui permette de s'en sortir. Donc moi, je peux comprendre, parce que c'est toute une vie, toute une carrière. Voir ce jeune arriver à 34 ans, devenir Premier ministre, eh bien moi, je comprends un peu cette jalousie. Juliette Briens. Je la comprends aussi, mais il devrait voir, Gérald Darmanin, que sa carrière à lui déjà n'est pas finie, loin de là, et que si Attal monte aussi vite, c'est qu'il y a une raison à ça, et c'est Emmanuel Macron qui avait besoin, comme on l'a dit, de son coup de com', de son coup de jeunisme, de son coup de droite, etc. Il n'est pas à l'abri de se casser la gueule. Et c'est pour ça que je dis à Gérald Darmanin, il devrait être plus discret dans sa jalousie, parce que la petite phrase rabougrie pour féliciter Gabriel Attal et tout ce qui a fuité dans la presse par rapport au fait qu'il a essayé de dézinguer sa candidature, sa nomination, et c'est pas très classe, quoi. Ce qui est classe quand on est jaloux, c'est de le garder pour soi un maximum, de faire tout l'inverse, de l'accueillir à bras ouverts. Absolument. Et puis ensuite le temps est long, et puis la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. C'est un peu dur là. On peut dire à ce moment-là où tu te soumets ou tu te démets. Oui, peut-être. Mais en tout cas, ça se voit un peu trop. C'est ça que je veux dire. La jalousie. Juliette a raison. La jalousie immédiate peut être suivie assez rapidement d'un sadisme très agréable. Mais quel que soit le moment, la jalousie est toujours mauvaise conseillère, Philippe ? Moi, je le crois. Ouais. Et Dieu sait que je suis pas indifférent à certaines défaillances humaines. En fait, ce qui m'exaspère, et j'espère que c'est une version noble de la jalousie, quand des médiocres, de mon point de vue, tiennent le haut du pavé. Ça me met hors de moi, mais alors je peux pas m'empêcher d'éprouver une pincée de jalousie, presque un zeste d'injustice. Le monde est mal fait, qui donne parfois de la place à des gens qui ne nous valent pas. Mais vous savez que justement, je crois que c'est pour nous, Philippe David. Justement, ma chère Stéphanie. Ressentir de la jalousie ne fait pas de vous un homme mauvais. Justement, ce qui fait de vous un homme bon, c'est d'aller au-delà de cette jalousie, et peut-être même d'ouvrir encore plus les bras aux gens dont vous êtes jaloux. Ça c'est preuve d'une vous belle pourrez le faire à la fin de l'émission. Justement, après la jalousie, l'escroquerie généralisée, des diagnostics. Aujourd'hui, si vous avez un appartement ou une maison à vendre, effectivement, faites attention. Tout à fait. Depuis 2006, vous le savez, tout logement est obligé de passer normalement par ces diagnostics de performance énergétique, donc qui vont venir évaluer en fait la consommation d'énergie de votre logement. Et bien là, ils viennent de se faire épingler ce diagnostic, ce DPE comme on dit, par le Conseil d'analyse économique, et leurs conclusions sont totalement accablantes, c'est-à-dire qu'en fait, comme on pouvait le prévoir, l'escroquerie est totale, et le rapport démontre qu'en fait la hausse, alors écoutez bien, de la consommation entre un logement classé G, donc c'est-à-dire un logement qu'on il faut expliquer que c'est comment ça, et un logement classé A, donc très bien isolé, et cette hausse n'est en moyenne que de 86%, alors qu'ils avaient prévu à la base 560%.
Donc ils sont totalement à côté de la plaque. C'est 6 fois plus faible que ce qu'ils avaient prévu. Et alors en cause, il y a plusieurs facteurs. Il y en a un, je vous en cite que un. Notamment, ils ne prennent pas en compte l'aspect comportemental des ménages. C'est-à-dire qu'effectivement, oui, un classé foyer A, s'il est habité par des gens aisés ou riches, eh bien ces gens-là vont quand même beaucoup plus consommer que un foyer classé F s'il est habité par des gens qui ont plus de problèmes financiers. Alors là, voilà, bienvenue sur Terre. Qui vont faire attention au chauffage, au gaspillage. Mais évidemment, c'est pas la première fois que ce DPE, ce diagnostic est soumis à de violentes critiques, puisque je vous rappelle que l'année dernière, l'UFC Que Choisir avait réalisé une enquête de terrain très intéressante en soumettant 7 logements différents à le DPE des fameux experts, donc au diagnostic. Et donc ils avaient fait venir 4 ou 5 diagnostiqueurs différents sur 7 logements. Eh bien, le résultat est absolument aberrant, puisqu'écoutez bien, sur les 7 logements diagnostiqués, 6 d'entre eux ne se sont pas vus donner la même note. Et on a même une maison à laquelle un expert a attribué la note de B et un expert a attribué la note de E. Et pareil pour le devis des travaux. Alors là, on marche carrément sur la tête. Un diagnostiqueur avait recommandé pour la même maison, alors la pose d'un chauffe-eau solaire, alors que la maison en avait déjà un. Et les estimations sur une même maison pouvaient varier de 3 000 € à plus de 10 fois plus par un autre diagnostiqueur. Donc faites extrêmement attention en fait aux personnes que vous appelez. Ces gens-là en fait sont des entreprises privées, ils sont certifiés mais ils n'ont pas de diplôme d'État et donc ça donne évidemment lieu à beaucoup de dérives. Et je vous rappelle que pour certains, si vous êtes vraiment au plus bas de l'échelle dans votre note, vous ne pourrez plus louer ou vendre votre bien. Alors il ne faut pas jeter l'opprobre sur tous les diagnostiqueurs, ce qui n'est pas facile à dire. Il faut effectivement bien regarder s'ils sont certifiés. Et ça, c'est très important. Je tiens à dire quand même, pour défendre l'UFC Que Choisir, qu'ils avaient bien pris évidemment des diagnostiqueurs certifiés sur les sites gouvernementaux. Ils n'ont pas pris n'importe qui, évidemment. Merci beaucoup, Juliette. Allez, vous restez avec nous. La suite du tour de table de... Excusez-moi parce qu'on me dit des saloperies dans l'oreille. C'est qui? C'est quelqu'un de très important en plus. Le directeur des programmes. Je ne sais même plus où j'en suis avec ces idiots. Le tour de table de l'actu. Avec vous, on va parler de quoi? D'Amazon qui licencie malgré d'énormes bénéfices. On en parle dans un instant. Merci en tout cas de votre fidélité. On reste ensemble jusqu'à 19h. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Avec nous, Philippe Bilger, jusqu'à 19h. Et bien entendu, René Chiche, qui est avec nous. Juliette Briens, qui est avec nous aussi. Et vous, au 0826 300 300, c'était le tour de table de l'actu des vraies voix. Mais ça n'est pas fini, puisque René Chiche voulait revenir sur la plateforme de streaming d'Amazon qui devrait licencier, ou qui va licencier, 500 personnes supplémentaires. Voilà, alors Amazon, c'est quand même un bénéfice cette année de presque 10 milliards de dollars. Et malgré ce bénéfice, on vient d'apprendre qu'effectivement, Amazon, pour ce qui concerne ses plateformes de streaming et de vidéos, excusez-moi, j'ai un petit peu de mal, va licencier à peu près 2500 personnes. Pourquoi? Parce que d'abord, le streaming, c'est pas finalement l'Eldorado qu'on croit. D'abord, ça nécessite beaucoup d'argent. Parce que ça nécessite énormément d'argent pour acheter des séries, acheter des droits pour les événements sportifs, parce que maintenant Amazon s'est mis dedans. Pour les rentabiliser plus tard. Voilà, exactement. Ouais. Et donc, Amazon, on croit que c'est une entreprise florissante. Certes, c'est florissant au niveau du commerce en ligne, mais en ce qui concerne cette fameuse entité de streaming et de vidéo, c'est pas du tout le cas. Il faut dire qu'ils ont investi beaucoup. Ils ont quand même acheté il y a 2 ans la Metro Goldwyn Mayer pour 7,7 milliards de dollars. Ils avaient aussi lancé une plateforme Twitch, qui est quand même une plateforme de vidéo où on regarde des gens jouer à des jeux vidéo. Et là, on vient d'apprendre qu'ils vont licencier à peu près, je crois, 600 ou 700 personnes. Donc Jeff Bezos, qu'on ne va pas plaindre non plus, puisque Jeff Bezos, attendez, je vérifie quand même sur mon petit carnet que j'avais noté, Jeff Bezos, en termes de chiffre d'affaires, c'est à peu près 200 milliards de dollars, n'est-ce pas? Donc on ne sait pas à plaindre. Mais finalement, on parle de Netflix, finalement Amazon et les autres plateformes comme Disney, comme HBO, etc., n'ont pas réussi à concurrencer Netflix. Vous voyez, et ils ont beau avoir mis d'énormes moyens, ils n'ont pas réussi. Et donc finalement, maintenant, ils en sont réduits à réduire les coûts, leur train de vie, et à réduire leurs effectifs.
pour essayer d'avoir le maximum de cash, pour encore mettre plus d'argent dans les programmes, pour essayer d'attirer encore plus d'abonnés, ce qui n'empêche pas que l'abonnement d'Amazon a augmenté de 3 € et que maintenant, il y a beaucoup de publicité sur les programmes d'Amazon, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc il y a toute une... Et dernière chose, en 2 ans, Amazon, qui avait cartonné grâce au Covid, n'est-ce pas? Les gens étaient confinés chez eux, achetaient beaucoup en ligne, regardaient beaucoup de vidéos chez eux. Eh bien, en 2 ans, ils ont quand même licencié 25 000 personnes, hein, Amazon. Faut pas croire. Et les grands géants du numérique, c'est-à-dire Amazon, Twitter, Facebook, Apple, Microsoft, en tout, sur 1 an, ils ont licencié 130 000 personnes. Et donc c'est énorme. C'est quand même une économie qu'on croit extrêmement florissante, les nouvelles technologies, le numérique. Bien, c'est quand même une économie qui est fait justement ce streaming, cette vidéo. C'est pas du tout l'Eldorado qu'on croit. Et ça concerne quand même le quotidien des gens, parce que beaucoup de gens sont abonnés à des plateformes en plus. C'est clair. Réaction, Juliette Briens. Je pense que la concurrence est extrêmement rude et que Netflix bénéficie d'avoir été les premiers et que maintenant la concurrence est extrêmement rude et que les gens en ont un peu marre de payer 10 000 trucs à la fois et à chaque fois qu'on cherche un film, et ben il est nulle part. Donc là, je voulais chercher un film la dernière fois. Alors il est disponible sur Amazon Prime, mais il faut payer en plus un complément d'abonnement pour avoir. Donc effectivement, c'est compliqué, mais en même temps, je ne vois pas d'autres vraiment quelles solutions ils ont à part évidemment pour la création originale, c'est-à-dire des productions propres à Amazon, puisque il faut bien les acheter en fait les droits sur les films et que et pour ça la concurrence est très très rude et donc oui, c'est pour ça que il faut dire que Netflix, même pour un type complètement nul comme moi, c'est d'une facilité absolue. Hein. C'est remarquable. Après, Amazon, c'est pareil aussi. C'est du mal les autres. Oui, je vous assure, Juliette, par rapport à Netflix, la manière dont on peut se glisser dans une série pour quelqu'un qui vraiment est basique. Mais c'est sûrement parce qu'effectivement, ils ont été les premiers. Je rappelle que Netflix, avant, c'était de la livraison de films. Ils nous livraient des DVD chez nous. Et c'était révolutionnaire à l'époque. Mais bon, ils ont du métier. Voilà, Amazon, c'est pas leur gagne-pain premier. Et donc, ils ont peut-être du boulot à faire encore. Ils restent top en livraison. Hein. Ils sont imbattables. Pour le coup, ils sont imbattables. En service client, c'est assez dingue. Allez, vous restez avec nous. L'émission n'est pas finie. On va revenir sur cette nomination du nouveau Premier ministre qui s'est adressé aux classes moyennes et qui a mis l'accent sur la sécurité et l'ordre. Une manière de barrer la route au Rassemblement national pour les prochaines élections européennes, avec un point d'interrogation, peut-être. Philippe, avec cette question, Gabriel Attal est-il une arme anti-Bardella en vue des élections européennes? Oui, on vous pose cette question. Est-ce que c'est les 2 futurs ténors de la politique française? Les imaginez-vous, en finale de la prochaine présidentielle? Est-ce que vous pensez que, avec l'arrivée de Gabriel Attal, la liste Renaissance pour les prochaines européennes pourrait remonter pour se rapprocher de celle du RN? Gabriel Attal est-il une arme anti-Bardella en vue des européennes? Eh bien, vous dites non à 74%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. On va en parler avec Luc Gras, politologue qui est avec nous. Bonsoir Luc Gras. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Est-ce que finalement, Gabriel Attal et Jordan Bardella jouent dans la même division? Ils jouent tous les deux effectivement l'avenir, leur propre avenir. Je ne suis pas sûr qu'ils seront tous les deux au rendez-vous dans les prochaines années. Allez, on en parle dans un instant. 0826 300 300, n'hésitez pas à réagir, on vous attend jusqu'à 19h. Au 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous êtes déjà peut-être partis en week-end ou sur le retour de la maison pour passer un petit week-end tranquille ce soir. On vous envoie Philippe Bilger. Vous allez voir que ça va être sympa. Ça serait sympa qu'on aille passer des week-ends chez d'autres gens. Surtout si on terminait par une 3e mi-temps. C'est la moindre des choses. Le week-end, on est la station du rugby. Vous vous souvenez, Chirac, c'est Chirac qui allait dîner chez des... Giscard. Non, Giscard, pardon, qui allait dîner chez des gens. Ça serait vachement bien qu'on débarque. Mais quand vous êtes venu dîner chez moi à la Rotonde, vous étiez parfaite. Hein. Oui, non, mais je sais, mais c'était, oui, puisqu'il a racheté plein de restaurants, Philippe Bilger. C'est un peu à lui. René Chiche est avec nous. C'est mon seul macronisme. Je vais à la Rotonde. Il vous invite à la Rotonde. En l'occurrence, c'était Cécile qui m'avait invité puisque je suis moderne. Absolument. Moi, il m'a invité dans un McDo, mais bon. C'est aussi une façon d'être moderne. Allez, tout de suite, le coup de projecteur des Vraies Voix.
Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Le Rassemblement National a un jeune président, Jordan Bardella, il est populaire. Regardons ce que nous avons en magasin. On a un jeune homme populaire qui s'appelle Gabriel Attal. Bardella et Gabriel Attal, ils s'étaient repérés l'un l'autre. Ils se reconnaissent. Chacun dans leur camp disant, toi, Philippe Bilger, tu seras mon adversaire de nous. Il y a une sorte de symétrique de Jordan Bardella au Rassemblement National et que c'est une des raisons pour lesquelles il a été choisi pour mener la campagne aux élections européennes. La cote de popularité, ça vient de sortir du Figaro Magazine. Jordan Bardella gagne 6 points, 35%, et Gabriel Attal perd 3 points et est à 34. Autrement dit, c'est de bon augure pour le 9 juin. Et donc à 34 ans, Gabriel Attal est le plus jeune Premier ministre de l'histoire et à quelques mois des élections européennes. Beaucoup y voient une arme anti-Bardella. Le président du RN, âgé de 28 ans, devrait de nouveau diriger la liste de son parti en juin prochain, Philippe. Alors parlons vrai. Est-ce que pour vous, c'est les deux futurs ténors de la politique française? Croyez-vous qu'on est en train de sauter une génération d'hommes politiques? Est-ce que vous pensez qu'avec l'arrivée à Matignon de Gabriel Attal, la majorité pourra refaire son retard qui est de plus de 10 points sur la liste RN? À cette question, Gabriel Attal est une arme anti-Bardella en vue des européennes? Vous dites non à 74%. Et on va en parler avec le Luc Gras, politologue. Bonsoir Luc, merci d'être avec nous. Philippe Bilger, alors on les oppose tous les deux, forcément. Gabriel Attal, c'est sûrement lié à l'âge et à la nouvelle génération, cette nouvelle vague qui arrive, mais est-ce qu'on peut vraiment les comparer? Décidément, ma chère Cécile, mon cher Philippe, vous êtes incorrigible. On a encore un expert qui est un chroniqueur. Ouais. Donc ça commence à faire beaucoup. C'est une déstabilisation un peu choquante. Mais plus sérieusement, je pense qu'il ne faut pas exagérer en anticipant trop le futur, c'est-à-dire 2027. Il est évident que la politique générale qui sera menée par Gabriel Attal avec le gouvernement, si elle est réussie, ne pourra qu'avoir une heureuse incidence dans la lutte qui est menée par certains contre le Rassemblement national. Mais sur l'Europe elle-même, je suis très dubitatif pour une double raison. D'abord, l'Europe est, je dirais, le seul thème véritablement constant, sincère du président de la République, et je ne vois pas de raison qui ferait que, en réalité, Gabriel Attal pourrait infléchir la ligne qui sera peut-être défendue fidèlement par Olivier Véran. Et le deuxième élément, c'est le fait que, évidemment, Gabriel Attal n'aura jamais, techniquement, même dans le cadre des élections européennes, un débat direct avec Jordan Bardella. Je ne le crois pas une seconde, parce qu'il répondrait, Jordan Bardella, qu'il n'a pas à débattre avec le Premier ministre et lui-même ne le voudrait pas. Donc je ne vois pas de raison de penser qu'il y aurait une modification substantielle pour l'Europe grâce à Gabriel Attal. Oui. Moi, je crois quand même que la nomination de Gabriel Attal, c'est une arme anti-Jordan Bardella. Oui, bien sûr. Non, mais déjà, c'est la question. Est-ce que Bardella est une arme anti-Bardella pour les européennes, dans un premier temps? Pour moi, c'est une évidence. Parce que Bardella avait une telle avance dans les sondages. Il y avait 12 points. Exactement. Oui, mais on parlait d'ailleurs, je me souviens, on avait parlé ici de Séjourné. Bon, maintenant, c'est terminé. Même Véran, c'est même plus sûr qu'il soit candidat, puisqu'on parle d'une autre piste. Moi, j'ai appris ça, mais il faut ça confirmer. Il se pourrait que ce soit finalement Maud Bréjon qui soit tête de liste, vous voyez. Ah oui. Ça serait une femme et une jeune aussi. Une femme et une jeune. Je crois que si c'est dans l'optique quand même d'Emmanuel Macron, d'instaurer quand même un duel Bardella-Attal, non seulement pour les européennes, mais aussi pour les futures présidentielles. C'est non seulement une arme anti-Bardella pour les européennes, mais c'est à mon avis même c'est carrément une arme anti-Rassemblement national. Parce que je pense maintenant que Macron, dans son optique, il essaye d'instaurer à sa façon le dauphin Attal, même si Attal aura ensuite dans les jambes Édouard Philippe et toute la clique, et les autres. Mais pour moi, si, je pense que c'est une arme anti-Bardella. Eh ben moi, je pense l'inverse. Je pense que c'est effectivement la volonté d'avoir une arme anti-Bardella, mais je pense que ça va faire l'effet inverse, puisque pour être une arme anti-Bardella, il faut évidemment marcher sur les plates-bandes de Jordan Bardella, et
Gabriel Attal a déjà commencé à le faire. Ils ont le même profil. La première chose qu'a fait Gabriel Attal en tant que ministre de l'Éducation, c'est d'interdire l'abaya. Là, on a vu depuis sa nomination qu'il est sur des discours ordre, travail, etc. Bon, donc il marche un peu sur les plates-bandes de Bardella. Sauf que Gabriel Attal est Premier ministre d'Emmanuel Macron. Donc, à tous les coups, comme ça arrive à chaque fois que Emmanuel Macron fait un coup de com', voilà, on a un espoir pendant 1-2 mois et puis après tout retombe. En plus, ils sont en majorité relative et donc rien ne sera fait. Et donc la seule chose que ça pourrait contribuer à faire, au contraire, à l'inverse, c'est d'aller normaliser totalement Jordan Bardella, non seulement sur sa jeunesse, parce que voilà, maintenant c'est totalement normalisé. Et ben Jordan Bardella est jeune, c'est peut-être la seule critique qu'on pouvait lui faire. Et ben maintenant ça s'est envolé. Et puis aller normaliser aussi tous les sujets de prédilection du Rassemblement national, sauf que Gabriel Attal n'agira pas dessus, alors que Jordan Bardella pourra toujours promettre qu'il agira dessus. Voilà. Luc Gras. Vous savez, en sciences politiques, il y a un principe américain qui s'appelle le bandwagon. C'est-à-dire qu'en fait, les électeurs aiment toujours soutenir encore plus et davantage celui qui est en tête des pronostics. Qu'est-ce qui s'est passé en l'occurrence? Il s'est passé qu'Emmanuel Macron a bien vu les études de sondage, que effectivement Renaissance avait pris plus de 10 points dans la vue avec le Rassemblement national. Donc un peu pris de panique, s'est dit comment on peut contrer. Et il a finalement utilisé sa seule carte, qui est ce jeune Gabriel Attal, qu'il avait pensé au départ garder pour après les européennes, car Gabriel Attal, faut bien comprendre, c'est la seule carte d'Emmanuel Macron pour essayer un sursaut avant le dernier arrêt, qui est la dissolution. Et donc voilà la situation. Bien sûr que Gabriel Attal est une arme aux mains du président, mais il l'utilise de manière assez surprenante très rapidement, ce qui veut dire que si le système du bandwagon fonctionne, ça n'empêchera pas le Rassemblement national de faire un très bon score aux européennes. Par contre, Macron aura grillé sa pièce maîtresse. Je rejoins totalement ce que dit Luc à l'instant. Bien sûr, on le dit tous, René, pardon de mettre en doute votre originalité, mais tout le monde a dit que Gabriel Attal était nommé pour faire pièce à Jordan Bardella. Mais la question n'était pas seulement celle-là. On verra en 2027 et rien n'est sûr. Mais c'était pour les européennes. Et là, je rejoins, si je comprends bien, Juliette et Luc Gras, il n'est pas du tout écrit que la nomination de Gabriel Attal va créer la moindre difficulté pour Jordan Bardella aux européennes. Non mais attention, je crois que vous m'avez mal compris. Je n'ai pas dit que la nomination de Gabriel Attal était un gage de réussite. Vous avez dit que c'est la volonté, voilà. Exactement, oui, c'est exactement, parce que maintenant, si je peux poursuivre en même temps mon petit discours. Non, mais sérieusement, non, mais je vais vous expliquer. C'est évident que la nomination d'Attal, c'est pour contrer Bardella. D'ailleurs, même Monsieur Luc Gras le dit. Tout le monde est d'accord mais à mon avis, mais bien sûr, tout le monde le dit, bah, c'est évident. Mais c'était la question. Est-ce que c'est une arme anti-Bardella, là? C'est là la question. Moi, je réponds oui. Mais maintenant, Attal va être confronté pendant 5 mois au quotidien. On ne sait pas à quoi il va avoir affaire, à des manifestations, à des mesures impopulaires. Ben voilà. Ouais, donc par contre, ce n'est pas du tout un gage de réussite. Donc effectivement, c'est une arme anti-Bardella. Qu'il a grillé trop tôt. Non, je ne sais pas s'il a grillé trop tôt, parce qu'il peut avoir de bons résultats. Vous tenez compte, alors je ne défends pas du tout Gabriel Attal, vous comptez sur le fait qu'il puisse avoir du résultat et que ça puisse peut-être changer le prisme. On a tendance à l'oublier un petit peu. Parce que Macron nous a habitués à ça aussi. Il nous a habitués à faire des coups d'éclat et ensuite puis ça retombe comme un soufflet. Même si on aime Gabriel Attal, c'est un autre défi d'être à Matignon que d'être déjà. Non mais si Attal a des très bons résultats pendant les 4-5 mois, même si c'est un laps de temps un peu court, je peux vous dire que l'arme anti-Bardella, effectivement, sera très efficace et ce sera une réussite. Et aussi, il joue avec une majorité relative, de plus en plus relative, puisque les frondeurs de gauche de la Macronie sont de plus en plus présents, et le MoDem, elle n'est pas ravie du remaniement. Donc, Luc Gras, l'opération Gabriel Attal, c'est plutôt la roulette russe, 5 trous, une balle, ou la roulette belge, 5 balles, un trou? Je préférerais, je suis moins connaisseur de cette expertise. Moi, je pense que c'est plus un replâtrage pour essayer de sauver les meubles dans une situation qui était vraiment perçue à l'Élysée comme catastrophique. L'idée, c'est que qu'est-ce qu'on fait si on finit à 12 points de Jordan Bardella aux européennes, le quinquennat est plié.
Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, il s'agit d'un replâtrage là où la France a certainement besoin d'un terrassement en profondeur pour se saisir des vrais sujets. Et donc, Gabriel Attal, quel que soit son talent, il est un petit peu instrumentalisé par Emmanuel Macron pour essayer de sauver le court terme. Après, sur le long terme, je suis plus dubitatif dans ce sens où les événements et la médiatisation actuelle montrent qu'on s'use de plus en plus vite. Regardez Xavier Bertrand qui rêvait encore de venir au présidentiel, ou Édouard Philippe plus récemment, et qui sont aujourd'hui cornérisés. Donc vous voyez, Gabriel Attal se met en danger actuellement par le fait du président de la République, et bien malin serait celui qui pourrait écrire le scénario dans 3 ans. C'est vrai. On va finir par cette phrase: on n'est pas à l'abri d'une bonne nouvelle. Luc Gras. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole. Trop vite. Mais oui, merci René Chiche, directeur des rédactions du groupe Entreprendre. La Fond Presse, et merci beaucoup pour cette première Juliette Briens.